Le premier chapitre de Candide de Voltaire présente le personnage principal Candide, qui vit dans le château du baron Thunder Ten Tronckh en Westphalie. Candide est décrit comme un jeune homme innocent et optimiste, élevé dans un environnement idyllique. Le château est entouré de jardins magnifiques, et Candide a été éduqué selon la philosophie de Pangloss, un savant qui enseigne que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tout semble aller pour le mieux, mais des indices indiquent au lecteur qu'il faut prendre le récit au second degré, et le ton ironique est déjà présent dès le premier chapitre. La description qui ressemble à un conte de fées contribue à dénoncer un univers fondé sur l'illusion. La perspective critique et philosophique est donc déjà présente dès le début de l'œuvre. Ce chapitre premier est un incipit. Les personnages sont présentés successivement selon l'ordre d'entrée en scène. Tout d'abord, Candide est un élément important du premier paragraphe. Le narrateur établit une relation entre sa physionomie et son caractère, esprit simple, sa physionomie annonçant son caractère. Il décrit ses origines généalogiques, c'est un enfant naturel. Candide est un personnage naïf, incapable de dissimulation. Toutefois, il est ingénu mais pas sot, il avait le jugement assez droit. Candide se trouve dans une situation fausse et ambiguë, car il est discrédité et il n'appartient pas à la caste représentée par le fils du baron. C'est un personnage central plus que principal. La présentation du baron se fait par petites étapes, des phrases brèves font le tour de tous ses biens. Son pouvoir est mis en relief, un des plus puissants, avec des signes extérieurs de richesse, tapisserie, grand aumônier, cette apparence de richesse fait de lui un personnage important. La baronne est évoquée en premier lieu par sa masse. Elle apparaît comme l'image traditionnelle d'une maîtresse de maison et digne de respect dont elle profite. Puis Cunégonde est décrite par 3 adjectifs, fraîche, grasse, appétissante. Elle représente la sensualité. Le fils du baron est décrit très brièvement, en tout digne de son père, il n'a pas de caractère. Enfin Pangloss est décrit en dernier, dont le ton est administratif, il est assimilé à un « oracle ». Les caractéristiques du conte. La description du lieu en fait enfermé mais, un endroit merveilleux et coupé du monde et de la réalité. On retrouve la formule traditionnelle, il y avait, les personnages sont mis en scène dans un lieu imprécis, en Westphalie, qui est un pays peu connu et qui a la réputation d'être arriéré, le nom de château, Thunder Ten Tronckh, a des sonorités abruptes relevant de l'imagination. De même, l'époque est intemporelle. On se situe donc dans un monde qui semble lointain, voire imaginaire, le monde d'un conte. On retrouve également les personnages et le milieu traditionnel, le contexte aristocratique, le château, ainsi que le pouvoir, les richesses, et un monde fixé dans des codifications sociales rigides. Tout est sous le signe de la richesse et de la beauté, les termes employés sont valorisants et élogieux, tout va bien. Ainsi on trouve beaucoup de superlatifs, le plus beau. Le lecteur est donc entraîné dans un univers merveilleux où tout va pour le mieux, mais quelques éléments inattendus le mettent sur la voie d'une distorsion dans l'harmonie générale et montrent l'esprit satirique de Voltaire. La satire. Voltaire réalise une satire de la noblesse. Les effets de décalage et de distorsion sont des indices pour le lecteur, montrant qu'il s'agit ici d'une satire. Ainsi, on note de nombreux rapprochements faussement logiques, comme la relation entre la puissance du baron et la présence de portes et de fenêtres à son château, de même le rapport entre la masse de la comtesse et le respect dont elle jouit. Le pouvoir et la considération des personnages relèvent donc de l'illusion, et non d'une réalité. La noblesse est présentée comme pédante, patronyme du baron ridicule, Thunder Ten Tronckh, l'allitération en T souligne le ridicule du nom, il n'admet pas sa pauvreté. Il y a une confusion et une distorsion ou un manque d'harmonie dans la description. Le narrateur souligne implicitement que chez le baron tout est faux, par exemple, chien de basse-cour, complète, la meute, palefrenier, sont ici, piqueur, vicaire du village, grand aumônier. Il y a donc une confusion entre la réalité et l'apparence. On a dans un premier temps l'impression d'un noble qui mène une vie fastueuse des nobles,
alors qu'il ne s'agit que d'un petit seigneur de province. De même, le raisonnement de Pangloss est totalement décalé. Pour le montrer, le narrateur lui donne la parole au discours direct. Les exemples qu'il prend reposent sur une démonstration soi-disant logique, donc, par conséquent. Mais en réalité elle ne comporte aucune logique, la conclusion qu'il formule est donc totalement inacceptable. Pangloss enseigne une matière au nom ridicule, la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. La répétition du son « o » dans le nom de cette matière montre la pédanterie de la science. Voltaire a habilement glissé le mot nigo dans « cosmolonigologie ». Pangloss réalise des raisonnements faux sur la finalité des choses, les nez ont été faits pour porter des lunettes, les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, les pierres ont été formées pour être taillées. L'accumulation de tels exemples, avec des phrases construites sur un schéma identique, crée un effet comique, qui culmine avec « le plus grand baron de la province doit être le mieux logé, le château du baron étant quelconque, il ne se distingue des chaumières environnantes que par des portes et des fenêtres ». Ainsi, avec le personnage de Pangloss, Voltaire critique la philosophie optimiste du philosophe Leibniz. Dès ce chapitre, Voltaire place des indices dans le texte qui attirent l'attention du lecteur, soulignant l'illusion de la richesse et de connaissance dans laquelle vivent les personnages. Il n'y a aucune référence au monde extérieur, et Candide ne connaît que ce qui l'entoure, c'est un monde fermé sur lui-même, basé sur des valeurs fausses. À partir du chapitre suivant, il comparera le monde réel qui s'oppose à la philosophie de Pangloss. Cependant, cette vision optimiste de la vie est rapidement remise en question lorsque Candide est chassé du château après avoir embrassé Cunégonde, la fille du baron. Candide se retrouve rapidement plongé dans une série d'événements malheureux, notamment un recrutement forcé dans l'armée, la rencontre avec des soldats prussiens et la subversion de sa vision du monde optimiste. Le chapitre sert d'introduction à l'histoire et pose les bases de l'ironie et de la satire qui sont des éléments clés de l'œuvre de Voltaire.